Bonsoir à tous. Merci pour votre présence ce soir à la conférence du professeur Malcher, que nous remercions vraiment sincèrement d'être là avec nous ce soir pour nous parler d'un sujet d'actualité. Donc, le docteur Malcher est pédopsychiatre, chef de service de pédiatrie infanto-juvénile du CHU de Liège. Il enseigne à l'ULiège depuis bientôt 10 ans. Il occupe notamment la direction thérapeutique du Centre de santé mentale universitaire, enfants-parents, et fait partie de différents pouvoirs organisateurs d'associations liégeoises. Alors, il a participé à l'écriture de nombreux articles scientifiques centrés tant sur le développement de l'enfant que sur le diagnostic en psychiatrie infanto-juvénile. Au CVIM, il travaille en intervision avec l'équipe du pôle besoins spécifiques comme collaborateur externe. Ce soir, le professeur Malcher vient nous parler de la dépendance aux jeux vidéo chez l'adolescent. Quel rôle pour les parents? Donc, je vous souhaite vraiment une très bonne conférence. Et puis alors, il y aura ici à peu près 1h30 de conférence, puis un moment entre 1h et 1h30 de conférence, et puis un moment d'échange pour les questions-réponses à l'issue de la conférence du professeur Malcher. Merci Laurence. Ben voilà, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, en effet. Alors voilà, concrètement, je voulais faire 2-3 petites remarques préalables. La première remarque, c'est que vous n'êtes pas un groupe facile pour un orateur, un conférencier, parce que vous êtes très divers. Il y a des professionnels ici que je connais, il y a des parents, il y a des jeunes, et ce n'est pas qu'on dit des choses différentes aux différents groupes, mais c'est qu'on le dit autrement. Donc je vais essayer de trouver un ton comme ça, un petit peu... Oui. En mode fantôme, si vous voulez, comme ça je suis... oui. Il y aura même possibilité de Oui. entendre la vidéo qui est enregistrée. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? On éteint? Non. Moi j'aime bien être voir. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais moi maintenant? Oui, donc, effectivement, donc, le groupe divers, on va donc s'arranger, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que vous allez voir que je vais, à plusieurs moments, dire une chose et son contraire. Ce n'est pas de la distraction de ma part, c'est le fait que dans des sujets psy, notamment celui-ci, il y a effectivement, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité révélée, il n'y a pas de vérité absolue, et je vous engage à vous méfier absolument de tous les psys qui prétendent détenir une vérité, comme s'il n'y avait qu'une seule explication. Je crois que c'est vraiment important de bien se dire qu'effectivement, selon le point de vue, selon les études, selon différentes choses, on peut dire des choses tout à fait différentes, et voilà, forcément ici le sujet, vous allez voir ça un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi, bien entendu, hein, ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir un regard critique sur les différentes choses, et je trouve que ceci est un sujet qui se prête particulièrement à une approche critique positive. Enfin, troisièmement, Laurence Nicolas, il a dit, ben voilà, je suis prof, donc c'est vrai que ça va avoir un petit côté peut-être un petit peu court, enfin j'espère pas trop, mais on ne se refait pas. Donc voilà, donc on va essayer d'être aussi clair que possible, et puis après on pourra discuter. Voilà. Au niveau donc des différents aspects que je vais prendre, vous allez voir toute une série d'aspects pour avancer progressivement sur ce qu'est la question de la dépendance, avec des aspects plus théoriques que d'autres, d'une part, et d'autre part, il y aura alors, dans la seconde partie, il y aura une série de recommandations tirées de différents auteurs qui sont penchés là-dessus, qui ne risquent de ne pas me faire copain des adolescents ici, mais enfin bon, ça, c'est pas tragique, mais on verra. Voilà, on va donc commencer, donc dépendance aux jeux vidéo, voilà, chez l'adolescent. Alors, vous ne pouvez pas résister à ça. Je déplore toujours qu'elle ne fasse plus ses dessins dans le ligueur, mais bon, voilà. C'est extrêmement intéressant parce que, en fait, dans ce truc-là, il y a tout. En fait, ça pourrait suffire pour la conférence.
Parce qu'en fait, avec le talent que cet auteur, dont je ne suis pas arrivé à retomber sur le nom, mais c'est pas grave, c'est très bien, enfin, si quelqu'un sait me le redire, je retrouve. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le père dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu abominable? Ah, bah, c'est super, dit le jeune. Bon, ok. Alors, tu rentres dans la peau d'un personnage, tu peux faire des tas de trucs. Alors, voilà. Tuer les ennemis, etc. Ouais, des cartes jacking, c'est sûrement GTA 4, hein, GTA 5. Donc, c'est sûrement ça. Voilà. Et puis alors, où ça, moi, ça me fascine, parce que ça, c'est tout à fait vrai, et je pense aux parents qui sont ici. Et il vient d'où ce jeu? Tu me l'as offert à Noël. Et donc, tout est dit avec ça, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous faites. Hein. Bien souvent, et je dis ça parce qu'effectivement, quand je vois, là, c'est pas le prof qui parle, c'est le thérapeute, quand je vois les parents, quand je parle avec les parents, et que je m'inquiète de ce qu'un gamin de 10 ans joue à GTA 5, je reprends celui-là, mais je pourrais dire Call of Duty, je pourrais dire beaucoup, eh bien, on dit oui, mais si... Voilà, s'il ne le fait pas, il a un cousin qui est plus grand et qui l'a, etc. Le PJ, là, le code pour dire l'âge auquel les gosses peuvent jouer, tout le monde s'en fout complètement. Alors c'est 16 ans, 18 ans, voilà. Et donc c'est effectivement, j'en ai spécialement contre GTA 5 parce que je trouve que ça véhicule particulièrement des valeurs ignobles, évidemment, puisque plus on est malhonnête, plus on triche, plus on tue. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'une valorisation des valeurs les plus négatives de la société. Donc je trouve ça un peu fâcheux. Alors qu'il y en a des tas d'autres qui sont, on verra d'ailleurs, qui sont des jeux historiques ou des choses qui sont vraiment des jeux tout à fait de construction aussi, toute une série de choses avec des villages qui vont faire des choses. Bon, bref, voilà, je pense que c'est vraiment important, mais voilà, tu me l'as offert à Noël et les parents ne savent en fait pas ce qu'ils offrent. En effet, les jeunes le savent bien, rassurez-vous. Alors, est-ce que c'est une dépendance? Qu'est-ce que c'est une dépendance? Une dépendance sans produit. Hein, parce que c'est ça. Les dépendances, c'est des drogues, c'est des choses, c'est l'alcool, c'est le cannabis, c'est la cocaïne, c'est tout ce qu'on veut. Ici, il n'y a pas vraiment de produit. C'est un usage finalement. Bon, alors évidemment, usage excessif, usage problématique. Vous voyez, cyberdépendance, cyberaddiction. Je crois que c'est important peut-être de distinguer, pour ce qui nous occupe ici, faire la différence entre une dépendance et une addiction. En fait, si je prends un exemple parallèle, qui est la boulimie, par exemple. Ben, la boulimie, vous savez, ça consiste à être effectivement très pris par un besoin impérieux de nourriture. Bon. On peut donc considérer qu'on a là, effectivement, affaire à une forme d'addiction à la nourriture. Mais la nourriture n'est pas en soi un vecteur d'addiction, ce n'est pas une drogue, la nourriture, n'est-ce pas? Bon. Par contre, à un moment donné, on peut devenir dépendant. Et c'est effectivement un petit peu la situation dans laquelle on se trouve ici, où effectivement les écrans ne sont pas en soi, nous les utilisons tous ici. Moi j'ai fait un effort pour mettre mon GSM à l'envers pour être sûr de ne pas regarder à l'occasion si j'ai un mail, donc je suis tout à fait dépendant, je ne m'en cache pas, mais ça n'empêche que en soi ce n'est pas quelque chose qui va avoir un effet direct. Alors, l'OMS s'est beaucoup intéressé à ça. Alors, c'est une dia un peu aride, je m'en excuse, mais je ne savais pas trop comment la couper au milieu. Donc, vous voyez, un comportement de jeu persistant ou récurrent, qui soit en ligne ou hors ligne. Donc, considéré comme addict, le joueur devra ainsi présenter plusieurs caractéristiques, mauvais contrôle. Donc, vous voyez, l'OMS parle d'addiction. Hein. Mauvais contrôle de son rapport au jeu, fréquence, on aura l'occasion de parler de tout ça. Accorder une priorité accrue au jeu dans la mesure où celui-ci prime sur les autres intérêts. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important, c'est de voir qu'effectivement, à un moment donné, il y a une bascule et effectivement, il n'y a plus que véritablement le jeu qui compte. Tout à l'heure, j'ai eu une maman d'un ado que je suis plus ou moins régulièrement, c'est un peu variable, mais elle m'a dit je n'ai plus aucune. Il m'est impossible d'avoir la moindre conversation avec lui hors de sa PS4. Voilà. Donc, c'est exactement ce dont on parle effectivement là. Alors, hop, j'ai sauté une. Voilà, et donc le comportement doit être d'une sévérité suffisante pour entraîner une déficience significative dans les relations familiales, sociales, etc. C'est évidemment quelque chose que nous observons voilà, en tant que thérapeute très, très souvent. Alors, tant qu'à vous assommer avec des choses, je vais quand même vous donner quelques chiffres, parce que c'est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que quand on les met en enfilade comme ça, je trouve qu'on est forcément un peu impressionné par l'importance du phénomène. Donc,
80% des 13-19 possèdent un smartphone. Ça, à la limite, ce n'est pas un scoop. Par contre, qu'un tiers des 7 ans ont une tablette, bon, ok. Et des 13-19, oui, ça c'était plus, je crois, dans les 13-19. Tiens. Alors, les 1 à 6 ans, alors ça, c'est pas mal. Les 1 à 6 ans passent en moyenne 4h37 sur Internet. Alors, 1 à 6 ans, alors je veux bien que dans 1 à 6 ans, il y a 4, 5, 6, mais il y a quand même aussi 1, 2, 3. Et donc, ce n'est pas évidemment le petit bébé de 1 an qui va, quand même, les enfants sont plus malins que les adultes pour tout ça, mais quand même, ça veut dire qu'effectivement, l'écran est le moyen le plus sûr de calmer, d'apaiser, d'être tranquille, effectivement, et que donc, effectivement, les écrans ont une fonction comme ça d'apaisement sur les enfants. Les 7-12, oui, 6h10 et les 13-19, 15h11. Smartphone, premier terminal personnel, ça, effectivement. Et la télévision reste effectivement intéressante, ça, c'est une bonne chose pour les moins de 13 ans. Voilà. Oui, quand je dis mais comme média, mais pas comme objet, c'est dans le sens qu'évidemment, ils ne regardent pas la TV dans le salon familial avec l'appareil qu'on appelle télévision. C'est évidemment, ils regardent les programmes TV sur évidemment la tablette, sur le téléphone ou sur le PC qu'ils peuvent avoir dans leur chambre, bien entendu. 90% des jeunes inscrits sur les réseaux sociaux, 96 qui regardent YouTube et 79, ça je dois avouer qu'en préparant ceci, j'étais surpris de ce chiffre-là, 79% y ont un compte. Et c'est des chiffres en fait qui datent de 2017. Il y a des enquêtes qui ont été faites en France, c'est français. Donc 79% ont un compte sur YouTube. Je ne sais pas. 45% en 2016, donc ça vient et ça va certainement augmenter encore, devant Facebook, 77%, et Snapchat serait passé devant, effectivement, en 2018. Donc, effectivement, YouTube, je ne sais pas combien il y a de nouveaux comptes qui se font toutes les secondes dans le monde. Donc, on est à quelque chose qui est absolument phénoménal et qui permet effectivement de devenir finalement un peu un moyen de réseau, une forme de réseau social finalement. Et encore, 80% des jeunes donc, de 17 ans ont joué la semaine passée au moins une fois, 23 reconnaissent des problèmes avec les parents. Et alors, évidemment, la cyberpornographie, qui est toujours, évidemment, quelque chose auquel il faut penser. Plus de 20% y ont été confrontés involontairement vers 11-13 ans. Donc, je vous demande de réfléchir à ça. Un enfant sur 5, entre 11 et 13 ans, a donc été confronté à de la pornographie. Et effectivement, hein, on peut taper, c'est involontaire à ce niveau-là. On peut taper sur des choses et on se retrouve directement avec des sites, en effet. Alors, avec une recherche active qui monte de 10 à 50 pendant l'adolescence, bien entendu. Ça augmente très, très fort. Moi, j'aurais même dit plus que 50%, mais peut-être, voilà, peut-être pas, c'est peut-être comme ça. Bien, donc, concrètement, tous ces chiffres-là, c'est un petit peu aride, mais ça permet quand même de se rendre compte qu'on est dans quelque chose qui est massif, absolument massif. Donc, il n'y a pas de consensus chez les experts, voilà, donc vous voyez des choses ici. Pour certains, effectivement, on ne peut pas discuter d'une addiction sans produit, puisqu'il n'y a pas les relais chimiques. Mais en fait, donc voilà, on cherche encore les facteurs individuels et environnementaux, bon, le comportement finalement, mais seulement on commence maintenant à sortir des études qui vont montrer qu'effectivement, il va y avoir des modifications structurelles cérébrales qui effectivement se rapprochent de ce qu'on observe chez les toxicomanes, je dirais, classiques, c'est-à-dire effectivement donc des modifications des structures du cerveau, notamment les systèmes de récompense, etc. Donc, vous voyez, donc il y a des choses où certains disent pas du tout, d'autres disent effectivement, oui. Je suis personnellement assez convaincu que je pense qu'il doit y avoir effectivement une modification des fonctions, certaines fonctions cérébrales en raison de l'importance finalement, de l'importance du nombre d'heures, je veux dire, qu'un jeune passe. Il n'est pas possible que le cerveau ne s'adapte pas d'une manière ou d'une autre à un nombre pareil, un tel envahissement psychique, je dirais, par les écrans. Et donc, voilà, forcément, comme si on voit toujours ce qui ne va pas. Hein, c'est sûr que le regard des psys est toujours, que ce soit psy adulte ou pédopsie, on est toujours biaisé, évidemment, parce que quand on réfléchit à un sujet de société, que ce soit ça ou l'autre chose, forcément, ce que nous, on voit, c'est quand il y a des problèmes. Donc, évidemment, il y a un biais à ce niveau-là. Mais je pense quand même qu'il y a effectivement un nombre non négligeable d'utilisateurs qui dépasse largement cette question.
cette question d'une habitude envahissante, entre guillemets. Donc, je crois que ça, c'est quand même bien à considérer. Alors, on va noter effectivement des troubles de l'humeur, des moments effectivement d'irritabilité, de tristesse, etc., des moments d'euphorie à certains moments. Un syndrome de tolérance, la tolérance dans les situations de dépendance à une drogue quelconque, ça veut dire qu'il en faut de plus en plus pour arriver à l'apaisement. Hein. C'est l'habituation, si vous voulez. Donc on s'habitue au produit, ou à l'absence de produit, mais au comportement. Et voilà, il en faut toujours plus, quoi. Et la fréquence, effectivement, la fréquence horaire du nombre d'heures qui passe par conséquent. Alors, les jeunes, évidemment, ne sont pas d'accord avec ce que je raconte là, bien entendu, n'est-ce pas? J'arrête quand je veux. Ce n'est pas une drogue, c'est une passion. Voilà, de phrases qu'on va entendre. Je ne sais pas pour être désagréable avec les jeunes, mais je ne connais pas un seul dépendant de quelque chose qui ne dise pas j'arrête quand je veux. Hein. Même si vous avez passé à Lambert là maintenant, vous demandez à certains qui sont là, vous leur demandez s'ils sont drogués, ils ne diront pas du tout j'arrête quand je veux. Mais voilà. Donc je crois quand même que voilà, on peut discuter ça. Le côté de la passion, ça. Voilà, ça c'est un argument qu'on peut entendre, effectivement, passion simple, toutes sortes de passions. Il y a des passions qui dévorent, il y a des passions qui détruisent, il y a des passions qui sont effectivement tout à fait respectables. Donc voilà, donc là on est dans quelque chose quand même qui est relativement vrai, je dirais. Ce qu'il y a, c'est que parfois les choses on peut être dépassé en quelque sorte par sa passion. Alors, la clinique, moi, je pense donc effectivement qu'une dépendance existe bel et bien, alors à des degrés divers, comme vous voyez là. Donc la bascule des investissements. Par exemple, quelque chose qui moi, me frappe, c'est des jeunes qui font un mouvement de jeunesse, que ce soit le patron, le scoutisme ou n'importe, et puis qui tout d'un coup disent « Bon, non, j'ai plus envie d'y aller, etc. C'est le foot, non, il fait franchement... » Bref, toute une série de choses où les comportements qui étaient investis auparavant, tout d'un coup, deviennent, sans aucune explication claire, deviennent tout d'un coup désuets, n'intéressent absolument plus le jeune. Tout ça, évidemment, peut avoir une conséquence sur le niveau de scolarité. Et ça, notamment dans les situations un petit peu plus graves, lorsqu'il n'y a pas de limite le soir. C'est évidemment toujours un peu problématique quand on commence effectivement une mission sur n'importe quel, Call of Duty ou autre, qu'on commence une mission à minuit. Alors, on dit pourquoi est-ce qu'on commence une mission à minuit? On commence une mission à minuit parce qu'on ne joue pas nécessairement tout seul. Évidemment, on joue en réseau. Et en réseau, ça dépend un peu de ce que font les autres. Et puis ça dépend aussi de où habitent les autres, avec parfois des décalages horaires, des choses comme ça. Et il y a des rendez-vous. Hein, il y a des rendez-vous qui se font comme ça, où on se donne rendez-vous pour une mission, puisqu'on fait partie d'un groupe, d'une guilde. On fait partie d'un groupe et on va aller attaquer les monstres là, derrière la montagne. Et donc, il faut se donner, qu'on soit tous là. Et si on a tout cela, forcément, ça dépend un peu. Ça peut être 1h du matin. Alors l'émission dure peut-être qu'1 heure ou une demi-heure, ça dépend un peu. Mais bon, en attendant, il est 1h du matin. Donc le lever le matin pour aller à l'école, c'est un peu plus bof. Et puis alors, il y a évidemment toute une série de jeux qui sont vraiment problématique en termes de pression, puisqu'évidemment on ne peut pas quitter le jeu. Si on quitte le jeu, si on reste trop longtemps sans quitter le jeu, on fait perdre l'équipe, et si on fait perdre l'équipe, forcément, il y a tout un enchaînement comme ça, au niveau de ce qui est en fait tout à fait positif par rapport au jeu, parce qu'il faut quand même, jusque-là je suis fort critique, mais je vais dire des choses plus positives après. Une des choses positives quand même auxquelles il faut penser, c'est que il y a une vie sociale extrêmement importante sur ça. Et ça, c'est tout à fait riche. Et moi, je soutiens ça tout à fait. Et je pense qu'effectivement, passer des heures à regarder des séries, certaines des bonnes, certaines débiles sur Netflix, c'est beaucoup plus passif comme comportement que d'être actif, effectivement, sur un jeu, dans un groupe, etc. Et où il y a tout un forum de discussion à côté, etc. Et où il y a une véritable vie sociale qui effectivement, peut se passer. Donc, je ne suis pas si critique que j'en ai l'air par rapport... Le tout, pour moi, mon problème, vous l'aurez compris, c'est une question de quantité. Hein, ce n'est pas le fait en lui-même, c'est vraiment une question de quantité. Les images caricaturales, le jeune déconnecté, socialement isolé dans sa chambre, qui ne joue même pas spécialement en ligne. Hein, la PS4, on ne peut pas jouer en ligne, on peut ou le jeune intensément investi dans des échanges.
Voilà, ça c'est effectivement des choses, les jeunes qui effectivement peuvent passer effectivement de nombreuses heures sur les réseaux sociaux évidemment. Mais là de nouveau, c'est vrai que maintenant c'est sur les réseaux sociaux, c'est le smartphone avec, voilà, on parle sur Messenger, on fait tout ça. Avant, je dirais avant, je dis ça pour les vieux, quand on rentrait de l'école, on se téléphonait, hein. Voilà. Alors, il y avait un coût parce que les parents, le téléphone n'étant pas avec des appels illimités comme maintenant, ça avait un coût. Mais bon, n'empêche que c'était exactement pareil que quand on rentre de l'école, on se connecte sur Facebook avec ceux qu'on vient de quitter. Mais c'était pareil avant. Cette question-là, elle est tout à fait là de façon. Donc il n'y a pas à critiquer cette chose-là. De nouveau, question de quantité et question alors effectivement qui pose problème. Et quel est le rapport avec la réalité, hein? L'image, le vrai, le réel, le virtuel, tout ça se mélange. Tout ça se mélange. Il n'y a pas que les jeux, évidemment, qui sont concernés. On parlait de YouTube, on parle de Facebook, etc. Ben voilà, c'est clair que les choses sont là tout à fait... Et en fait, tout permet d'avoir un certain rapport au réel. Et effectivement, en venant, j'écoutais la RTB là, et il y avait un truc sur l'exposition de Chirico, et la speakerine, enfin la présentatrice disait, si on parlait du rêve, elle dit, le rêve c'est la réalité. Et effectivement, c'est le genre de choses qui ça fait réfléchir. Et ici, on est là-dedans, on est dans un rêve, on rêve quelque chose, il y a du virtuel, il y a du réel, il y a du vrai, tout se mélange en fait. Et c'est très difficile d'arriver à distinguer et de réfléchir. Il n'est pas rare que j'ai mis du temps à me rendre compte que tel jeune patient ou patiente, peu importe, n'avait jamais vu son petit ami ou sa petite amie, dans le sens où effectivement on sort ensemble, on est ensemble, et en fait on se rend compte tout d'un coup que l'autre habite Lyon, et que ma foi c'est quand même pas si simple à 14 ans d'aller à Lyon, donc effectivement que on est ensemble. On est ensemble et avec des drames, et je vous jure que des drames, des tentatives de suicide éventuellement, des choses donc, qui prennent une importance tout aussi grave que si c'était effectivement une relation charnelle. Je ne vais pas faire un truc là-dessus sur la problématique, parce que ça concerne les adultes aussi. Hein, tous les sites de rencontres pour adultes, on pourrait discuter beaucoup de choses sur tout ça, mais c'est un autre sujet. Je ne dis pas qu'on fera ça au CVM, mais c'est un autre sujet. Cela dit, la vérité n'est pas la réalité. Prendre l'image pour la personne, c'est quelques images comme ça que quelques idées comme ça que je lance, c'est que effectivement il y a des choses qui sont vraies, effectivement, mais qui ne sont pas réelles, notamment dans les rapports, dans toute une série d'images, de montages sur YouTube, des choses comme ça. Dans les rapports, les échanges qu'on peut avoir, où on a effectivement, finalement, qu'est-ce qu'on a comme accès? On a un accès à une parole, s'il y a un micro, on a un accès à une image, s'il y a une webcam. Bon, mais nous sommes dans quelque chose qui est la représentation de quelqu'un, en fait, si on y réfléchit bien. Alors ça, je sais bien aussi que les jeunes ne sont pas toujours d'accord avec ça, que effectivement, est-ce que c'est un raisonnement de vieux que de dire il y a la réalité charnelle, physique, sensorielle, le pot à pot qui fait effectivement la substance même de la relation, ou est-ce qu'effectivement avoir l'image qui bouge de l'autre via la webcam, est-ce que c'est effectivement la vraie personne? C'est un débat sur lequel je ne trancherai pas, mais bon, voilà, je pense qu'effectivement il y a là une réalité qui n'est pas négligeable et qui concerne aussi les adultes, je tiens bien à le dire. On a donc ce que j'appelle une image de la réalité, c'est-à-dire que si on parle avec quelqu'un comme ça, et qu'on ne l'a jamais touché, au sens strict du terme, on a une image. Et effectivement, il n'est évidemment pas rare que lorsque finalement on se rend compte quand même que ça tourne court, parce qu'effectivement, j'ai toujours coutume de dire que nous sommes des mammifères, et que les mammifères fonctionnent effectivement avec un niveau sensoriel tout à fait archaïque, que ce soit effectivement les odeurs, etc., le pot à pot, les choses comme ça. Nous sommes des mammifères, et donc cette évolution-là supprime cette dimension profondément incarnée dans notre biologie d'animal. Donc je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. Cette question-là nous écarte finalement de la relation. Bon, voilà.
Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, alors, l'illusion de toute puissance via l'écran, ben oui, 2 exemples. Je prenais effectivement la relation amoureuse. J'en ai déjà dit un mot. Est-ce que c'est juste, pas juste? Est-ce qu'on est vraiment amoureux? Voilà. Et je crois qu'effectivement, il y a des relations passionnelles qui se font. Avec, bien entendu, il ne faut pas, les parents ont toujours peur des arnaques, etc. Je pense qu'il y en a. Je peux vous dire qu'il y en a. Mais là, de nouveau, c'est parce que j'ai évidemment un point de vue biaisé. Tout n'est certainement pas arnaque. Tous les gens ne mentent pas sur Internet. Tout ça est vrai. Mais enfin, je pense quand même qu'il y a des choses qui sont, même chez les gens, vous allez le dire, honnêtes. Cet après-midi, j'avais une petite demoiselle de 14 ans qui s'est fait en fait piéger par ses parents. Alors vous allez dire c'est dégueulasse. Elle avait déjà fait un truc avec effectivement un truc un peu porno donc, qui avait amené beaucoup de problèmes. Elle avait été évidemment harcelée sur ça, etc. Bon, elle se tenait à carreau et puis elle a repris effectivement parce qu'elle elle est ado, elle est mal dans sa peau, elle ne s'aime pas, elle a envie qu'on lui dise qu'elle est bien, etc. Et elle est donc retournée sur des réseaux sociaux. Les parents s'en sont rendus compte et ils ont eu l'idée que je trouve assez contestable, même tout à fait contestable, mais enfin bon, ils l'ont fait, et elle ne semble pas trop leur en vouloir, de faire un faux profil, et donc d'un gars, avec qui ils sont entrés en relation avec leur propre fille, donc qui est tombée dans le piège. Donc c'est très contestable. Hein. Mais alors, vous voyez, donc tout est faux en fait. Je veux en venir. En fait, donc, ils ont vraiment été très loin, puisqu'ils ont fixé un rendez-vous, enfin des trucs, ils ont parlé longtemps. La fille était complètement piégée. Et puis alors, ils ont interrogé la fille, etc. Mais non, elle mentait évidemment, ça, c'est logique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient effarés par l'image qu'elle donnait d'elle-même. Elle ne parlait pas du tout d'elle, en fait. Elle se faisait passer pour vraiment un peu, si vous me permettez l'expression vulgaire, une salope. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle a fait ça parce que les parents ont, dans leur faux profil, ont présenté une sorte de voyou, en fait, un garçon voyou. Et donc elle s'est dit que si elle se montrait comme elle était réellement, c'est-à-dire une jeune fille pas trop à l'aise dans sa peau, etc., bonne élève, enfin des trucs comme ça, ce qu'elle est, ça n'allait pas plaire à ce gars-là. Donc, nous avons donc une situation, j'ai dit ça tout à l'heure, donc je me dis c'est pas possible, j'en parle. Donc, nous avons donc une situation où des parents font un faux profil pour communiquer avec leur fille qui elle-même trafique son propre profil pour correspondre à ce qu'elle attend dans l'espoir, puisqu'elle m'a vraiment dit d'un air un peu misérable, combien elle se sent mal, combien elle ne se trouve pas belle, etc., elle n'aime pas son corps, etc. Et donc, en se faisant passer pour une sorte vraiment de fille de mauvaise vie, si je puis me permettre, elle pensait pouvoir, comme ça, séduire ce voyou. Donc vous voyez à quel point, donc, c'est un peu caricatural, j'en conviens, mais je vous jure que c'est vrai, c'est à 3 heures. C'est donc tout à fait, voilà, c'est des choses qui existent et qui font partie effectivement de ce monde-là. À côté de ça, je pense qu'effectivement, il y a des choses, il y a des rencontres qui se font, il y a des trucs qu'on veut partager, des choses. Donc il y a des choses tout à fait vraies aussi. Et donc il n'y a certainement pas, ce n'est pas l'univers du mensonge non plus. Voilà, donc je crois qu'il y a vraiment un peu des choses comme ça qu'il faut arriver à contrôler, ça on y viendra. Le cyberharcèlement, ben là j'ai un petit chapitre après, je ne sais pas si on aura le temps de le faire après, ou bien je le laisserai pour après, on verra un peu, parce que ça c'est évidemment un de mes grands soucis, la question du cyberharcèlement, c'est quelque chose d'épouvantable. Effet amplificateur, évidemment, parce que comme il n'y a pas de contrôle finalement dans la manière dont les choses se passent, tout devient possible. On peut effectivement multiplier les images, multiplier les mondes possibles, multiplier les personnes. On peut avoir toute une série de profils, effectivement. Donc j'ai un jeune comme ça qui a 11 ans et il a je crois, 5 profils Facebook. Et chaque fois, c'est des morceaux de lui. Il n'y a même rien de faux, mais voilà. Et comme ça, il a des gens, des amis, et il faut avoir des amis. Des amis. Là, vous savez bien, le plus d'amis possible, évidemment, on mesure, ça devient une sorte de renvoi comme ça, où on existe, et ça on va y venir, on existe à la mesure de ce que, effectivement, l'autre, l'image qu'on envoie à l'autre et que l'autre nous renvoie, est positivante. Voilà. Contradiction, oui, ça je mis ça un peu en exergue parce que c'est à considérer aussi, une contradiction dans le rapport au temps entre l'hyper-rapidité, hein, quand les choses se font comme ça, et une permanence infinie, puisqu'il faut toujours bien rappeler
qu'effectivement, tout ce qui est mis sur Internet dure toujours. Il reste toujours, à tout jamais, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être quelque chose de nucléaire qui fasse tout exploser. Mais d'ici là, tout ce qu'on met sur Internet. Et or, il suffit d'un clic et c'est parti. Donc il y a cette espèce de contradiction entre deux niveaux finalement de temps qui sont effectivement tout à fait... Alors, est-ce qu'on va donc, c'est un peu là que je voulais en venir, l'image de soi renvoyée par les autres. Donc s'il fallait parler d'une drogue, ce serait la drogue du lien, le lien aux autres. J'existe si on me le dit via le nombre d'amis, le nombre de likes sur une photo, etc. Et donc, même le lien quand c'est fini, bien entendu, parce qu'effectivement, hein, surveiller les ex, ça c'est un grand classique, chez les adultes aussi. Donc ça c'est tout à fait important, c'est qu'on va voir sur Facebook, il a embrassé cette fille-là, c'est pas possible. Il m'avait toujours dit qu'il la détestait, bon voilà, ok. Mais donc c'est effectivement, ce lien est là, il est là, et je répète, il concerne évidemment tout autant les adultes. Alors, la violence, bon, voilà, c'est aussi effectivement deux sujets de débat. Hein, on retrouve le cyberharcèlement. Et alors, les jeux vidéo rendent-ils violents? Voilà, c'est exactement la chose que je disais, où il y a vraiment des idées contraires qui effectivement peuvent être évoquées. Alors, voilà, on sait bien, le fameux, à une époque où c'était quand même moins développé que maintenant, en 99, il y a 20 ans, le fameux massacre de Columbine, qui était vraiment, aux États-Unis, qui était vraiment inscrit dans un mouvement de violence un peu induite, entre guillemets. Il y a donc deux écoles qui s'opposent en disant que, effectivement, la stimulation par le sang, les armes, la participation, le venin, etc. Et d'autres qui disent au contraire que ça permet de sortir, un effet cathartique, purificateur, donc, les pulsions agressives, qu'en fait, il y a une grande satisfaction, notamment au niveau, hein, pour bien jouer, il y a une grande satisfaction au niveau des habiletés de réflexe, etc. Et là, on retombe sur quelque chose de positif. Un jeu, d'ailleurs, actuellement, qui fait fureur, c'est Fortnite, qui effectivement est très sollicitant en termes d'habileté, j'allais dire motrice, enfin, par rapport au personnage, mais je veux dire où effectivement il y a là toute une rapidité vraiment extrêmement forte. Cette question des stimulations par le sang, voilà, c'est quelque chose qui... on sait qu'il y a certains jeux où effectivement, surtout ce qu'on appelle les FPS, là, quand on tire soi-même, c'est-à-dire quand on voit les choses et qu'on a, hein, on a juste l'arme devant soi, et il y a là quelque chose, et on voit l'adversaire qui explose, parfois il y a même des choses où parfois il y a du sang sur l'écran, enfin du sang. Et donc concrètement, ce sont des jeux qui peuvent effectivement avoir un effet tout à fait stimulant, parce qu'il y a cette espèce de participation extrêmement forte à quelque chose de violent. Pour autant, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. Beaucoup plus compliquées. Ce qui m'ennuie plus, c'est le venin. Je reviens évidemment à ça, puisque évidemment tout ça, c'est des choses qui sont faites par les enfants, hein, pas spécialement par les ados. Et donc ça, c'est quand même une mauvaise intégration, je dirais, des jeux, de ce type de jeu-là. Alors, il y a effectivement, c'est un peu technique ça, mais je l'ai laissé parce que je me disais, ben voilà. Donc, ce qu'on appelle le biais d'attribution hostile, c'est-à-dire attribuer une intention hostile à un comportement ambigu. C'est-à-dire, ça veut dire, ici en face, là, sur la place de la République française, si vous passez et que vous regardez certaines personnes un peu trop, tu as un problème, gars, etc. Donc, il y a quelque chose où, effectivement, il va y avoir une interprétation négative, hostile, de ce que vous allez faire. Eh bien, voilà. Par rapport à ça, ces jeux-là s'inscrivent un petit peu dans quelque chose comme ça, où ça peut effectivement développer. Mais comme vous voyez, en fait, pas par le type de jeu, mais par l'excitation du jeu. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous raconter, en critiquant même les valeurs morales de GTA, des choses comme ça, eh bien, en fait, ce qui semble vraiment jouer un rôle, ça serait cette espèce d'excitation tous azimuts dans laquelle, effectivement, on va se retrouver à condition, et on y ajoute donc que le jeune ait en lui-même une perception générale d'un monde malveillant, donc effectivement, ou des jeunes qui ne se sentent pas nécessairement à leur place dans notre société, qui peuvent alors effectivement se retrouver dans un état d'excitation plus important. Donc, voilà. Il y a cet élément-là qui est effectivement à prendre en compte dans un sens. Par contre, pour d'autres, voilà, c'est un grand spécialiste français, le jeu, c'est vraiment un exitoire, la purification par les jeunes font la différence, le scénario est trop peu réaliste, plus proche des films de science-fiction.
Voilà. Et dans toute une série d'études, la clinique ne confirme pas ce lien avec la violence. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas de consensus à ce niveau-là, et on sait bien que c'est un débat qui traverse notre société. Est-ce que toutes ces choses rendent violent ou pas? Je pense que ce qui rend violent, c'est effectivement la dépendance. Alors, voilà, je reprends ici plusieurs facteurs. Vous voyez, le joueur lui-même, donc on vient de voir, l'excitation, la personnalité, son histoire du joueur, le contexte de vie, la famille, tout ça. Et ce qui rend, je pense notamment à quelque chose qui m'a vraiment frappé d'un jeune qui avait eu un comportement vraiment extrêmement violent parce que son père, n'arrivant pas à limiter, c'était vraiment un jeune qui passait des nuits, ça c'était vraiment gravement déscolarisé, enfin c'était vraiment une grosse situation de dépendance. Eh bien, le père, dans un mouvement de colère, a eu l'idée de prendre des gros ciseaux et de couper tous les câbles. Ça n'a pas plu. Ça a fini en bagarre, évidemment, en bagarre physique, familiale. C'était tout à fait vraiment un gros problème. Le père, finalement, se défendant. Enfin, ils se sont battus, le père a battu son fils, le fils a battu. Enfin, c'était terrible parce qu'effectivement, il y avait donc cette espèce de violence. Parce qu'on peut dire qu'effectivement, en faisant ça, le père a eu lui-même un comportement violent. Mais je le connaissais parce qu'on a arrêté, mais suffisamment pour savoir que c'était pas du tout un gars comme ça. Mais voilà, dans une situation où il était vraiment à bout, il avait tout essayé, il n'y avait rien à faire, et le nombre de situations quand même pas si graves, mais où on va retrouver cette tension intérieure. Donc, ce n'est donc pas, comme vous voyez, le contenu même du jeu qui va provoquer ça, c'est le contexte général dans lequel les choses se passent. Alors, si on continue toujours avec nos ados, on va quand même se dire un petit mot sur le cyberharcèlement, parce que effectivement, c'est quand même quelque chose qui est grave. Il n'y a pas, je dirais pas, il y a pas une semaine, mais quand même par des petites régions comme la nôtre, ben voilà, il y a des jeunes qui se suicident vraiment régulièrement. Situation de crise donc particulièrement dangereuse, qui touche plus les jeunes filles en fait que les garçons. Donc on pourrait réfléchir aux raisons de ça, mais enfin c'est en tout cas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est un truc qui date de 2012, mais c'était celui-là, mais parce j'avais fait quelque chose avec une collègue et ça pourrait être la même chose maintenant. Donc comme vous voyez, voilà, menacée, insultée au collège sur Facebook, ben voilà, elle s'est pendue et les parents portent plainte effectivement. Donc voilà, ce sont des choses qui effectivement défraient malheureusement la chronique beaucoup trop fréquemment. Alors bon, le cyberharcèlement, donc, c'est donc une forme récente, voilà. La question, c'est celle-là, c'est de la deuxième ligne, là, c'est que le problème du harcèlement classique, si je puis dire, ben, c'est à la cour de récré, de gros cons, mongols, enfin tout ce qu'on veut. C'est des choses qui font partie du vocabulaire des cours de récréation. Mais une fois qu'on est rentré en classe, une fois qu'on quitte l'école, c'est fini. Le cyberharcèlement, pas du tout, évidemment. Le cyberharcèlement continue. Au contraire même, on peut même dire que dans la mesure où, malgré tout, les jeunes regardent quand même plus leurs réseaux sociaux après l'école que pendant, enfin, oui et non, parce que quand même, être comme ça, regarder le cours, être en train comme ça avec son GSM ici, en train de regarder les choses, c'est quand même fort classique. Bref, mettons. Donc, bien sûr, Facebook classique. Alors, il y a un truc qui est spécialement tordu, c'est Ask.fm, Ask.fm, qui est en fait un site tout à fait anonyme, en fait. Ask.fm, c'est un truc que nous, on peut utiliser, Ask, question. Donc, si vous voulez, je sais pas moi, savoir comment réparer votre machine à café, ben, vous allez demander. Sur Ask, c'est tout à fait anodin. Les jeunes l'utilisent, et c'est évidemment bien, puisque c'est tout à fait anonyme, donc on peut faire tout à fait ce qu'on veut là-dessus. Facebook, on peut quand même voir qui fait quoi. Les autres aussi. Ask, ce site-là, non. Alors, je suis allé voir sur leur site, en fait, et en fait, ils sont hypocrites au possible, parce qu'en fait, ils ont des conseils. Il y a un truc en Angleterre, mais en fait, la vraie base de ça, c'est en Lituanie. Alors, bonjour, pour aller retrouver ce qui s'est passé en Lituanie, évidemment, on oublie. Donc, ils sont tout à fait safe. Alors que sur leur site, je dis donc, il y a comme ça en anglais, des trucs que je pourrais vous présenter tellement c'est bien fait, tellement c'est sécurisant, c'est bien, enfin bon, il faut faire attention, ils sont bien conscients, en fait, ça. En fait, bon, ils alimentent des choses absolument horribles.
par rapport à ce type de harcèlement. Alors vous voyez comme ça, ben, voilà, ça commence, tu écoutes quoi comme musique, voilà, on discute un petit peu, et puis tout d'un coup, il y a paf, on bascule comme ça, et effectivement, voilà, va te suicider, tu es une idiote qui cherche à attirer l'attention, etc. Tu ne sers à rien, tu ne sers à rien, ça c'est bien aussi. Effectivement, toi, tu ne sers à rien. Le conte du sadisme, pour moi, c'est une histoire donc d'une jeune fille qui était effectivement un peu ronde, qui en souffrait, et dont, en fait, ils ont pris effectivement la tête de la jeune fille. Ils ont fait un beau photomontage, merci Photoshop, et ils l'ont mis sur un corps d'une star. Et le texte était donc, voyez, à quoi elle ne ressemblera jamais. D'accord. Donc c'était je trouve, d'un sadisme tout à fait remarquable. Et donc voilà. Alors ne parlons pas évidemment des photos un peu osées. Voilà, ça, je n'arrive pas à comprendre comment il y a encore des filles qui acceptent ça, sachant que je veux dire, c'est bien clair qu'une fois qu'on a rompu avec son ex, ben, l'ex, il n'a qu'une idée, c'est de là. Enfin bon, voilà. C'est comme ça. Donc, mais enfin, ça fait des grandes souffrances, en tout cas, avec des choses qui sont vraiment un rapport, comme ça, vraiment à la souffrance la plus profonde, puisque ça touche, et je trouve que chez les jeunes, et peut-être justement spécialement chez les jeunes filles, ça touche vraiment à l'image de soi, l'image du corps, une grande fragilité qu'il faut au contraire protéger, et ces choses-là attaquent complètement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils y vont encore, et est-ce qu'ils vont revoir? Il y en avait une jeune qui m'avait expliqué ça. Pourquoi est-ce qu'elle y retournait? Parce que je dis, mais bon, mais en fait, elle y retournait, elle me dit, mais très, très clairement, c'est tout à fait vrai, j'y vais chaque fois, parce que j'espère que cette fois-ci, il n'y aura rien. Vous voyez? Et ça, c'est terrible, parce qu'évidemment, il y a quelque chose, bien entendu. Donc c'est vraiment un gros problème de souffrance là qu'il faut effectivement, dont il faut effectivement tenir compte. Je pourrais vous donner des exemples à n'en plus finir de ce genre de situation. Donc c'est donc toute forme de harcèlement qui feront appel aux technologies de l'information, de la communication, voilà, les TIC, pour importuner, etc., évidemment, de manière intentionnelle et répétitive. C'est le principe même du harcèlement. Hein. Si on se fait insulter une fois comme ça, ce n'est pas du harcèlement. Il faut qu'il y ait quelque chose de répétitif. Voilà. Et le comportement négatif se produit donc, voilà, intentionnel, je l'ai réécrit. Alors là, de nouveau, les chiffres, c'est impressionnant. Un jeune sur trois, je regarde les jeunes, là, un jeune sur trois, un jeune sur cinq a déjà été auteur de cyberharcèlement. Donc, un jeune sur 5. 76% des jeunes entre 12 et 18 ont eu connaissance d'une situation de cyberharcèlement, même s'ils n'ont pas été impliqués. Les filles, voilà, ça je l'ai dit, pique entre 12 et 15 ans. Il y a une catégorie dans tout ça auquel on ne pense pas. Bon, je ne vais pas vous faire un truc sur le cyberharcèlement, ce n'est pas le sujet. C'est les spectateurs. En fait, les 76%, là. En fait, ils ne vont pas bien, les 76%. Ils ne vont pas bien du tout. Parce qu'effectivement, ils sont témoins passifs. Ils se vivent eux-mêmes comme lâches. Ils ont peur. Ils savent que, sachant qu'il y a des attitudes évidemment de prestance des harceleurs, ils savent que si effectivement ils vont faire quelque chose, que s'ils vont dénoncer, etc., ils risquent bien de se retrouver eux-mêmes la cible. Et donc ils sont là, coincés entre une culpabilité, un sentiment, une dégradation de l'image de soi. Il ne faut pas croire que les harceleurs sont si bien que ça, non plus. D'abord, les harceleurs sont souvent des anciens harcelés, ce qu'on ne sait pas toujours. Et voilà, mais en même temps, ils sont effectivement dans quelque chose qui ne leur permet certainement pas de véritablement avancer. Bien. Alors, maintenant, on va un petit peu passer, après avoir raconté tout ça, on va un petit peu penser aux parents. Bon, c'était quand même un petit peu des sujets de la conférence. Alors voilà, il y a toute une série de règles, effectivement, accrocheuses, entre guillemets. Les 3, 6, 9, 12, le tisseron, les 3A, les 4 pas. Hein, voilà, on va un petit peu détailler ça. Vous allez voir que ça se recoupe et qu'on va pouvoir effectivement retrouver une série de choses comme ça qui sont effectivement des règles qui peuvent paraître des règles de bon sens, mais qui, vous allez voir quand vous allez les lire, que je suis sûr que la plupart d'entre vous ne font pas. Je dis ça avec un grand sourire. Hein. Voilà, j'ai la chance que mes enfants étaient effectivement ados avant ça. Donc, ce qui doit nous alerter, ils réclament un écran le soir pour s'endormir,
il réduit ses activités, on retrouve déjà ce qu'on a déjà dit. Il préfère rester sur un écran plutôt que de communiquer lors de la visite des membres de la famille ou de camarades, etc. Voire même annuler des anniversaires, des choses comme ça arrive, non rarement. Mais le plus souvent, le repliement donc, des activités numériques est le signe d'une souffrance, voilà, que l'enfant ou l'ado, voilà. Les résultats scolaires baissent. Alors, nous avons donc les 3, 6, 9, 12. Et si vous m'excusez une toute petite seconde, je vais boire un tout petit peu. Voilà. Donc, ça veut dire des écrans adaptés à chaque âge. Un certain nombre d'entre vous connaissent sûrement ces règles-là de Tisserand. Il y a eu une grosse publicité autour de tout ça. Donc, Serge Tisserand est quelqu'un vraiment d'abord très sympa, mais aussi très, très impliqué dans tout ce qui est tout ce qui sont les études sur la dépendance aux écrans. Alors, avant 3 ans, ça veut dire c'est pas d'écran avant 3 ans. Hein. Donc, avant 3 ans, pas d'écran. Il rappelle effectivement que jouer effectivement avec votre enfant, c'est la meilleure façon de favoriser son développement, qu'il faut faire des histoires, la télévision allumée nuit aux apprentissages. Je crois que j'ai une idée après où j'en reparle. Pardon. Donc, jamais de télé dans la chambre, ça on reverra encore. Et les outils numériques, c'est toujours accompagné. Et donc, effectivement, il n'y a pas effectivement à mettre des outils comme ça pour le seul plaisir de jouer ensemble. Mais... Alors, j'ai effectivement pas d'écran avant 3 ans. Il faut apporter une nuance. C'est la position de Tisserand qui peut être relativement nuancée quand même sur une chose, c'est qu'il y a quand même, si c'est accompagné, effectivement, accompagné pour le seul plaisir de jouer ensemble, ça peut effectivement être quelque chose qui peut être un plaisir partagé avec les parents, c'est-à-dire donc pas du tout taper le gosse devant un écran pour avoir la paix, mais effectivement, il y a des jeux très bien faits pour les petits qui développent une série de fonctions, notamment de fonctions attentionnelles, des choses comme ça, qui permettent de développer de certaines habiletés, etc., de retrouver des choses, notamment des petits puzzles simples, etc., qui sont une manière finalement de faire sur un écran ce qu'on fait par ailleurs. Parce que finalement, un puzzle sur une tablette ou un puzzle sur la table de la salle à manger, c'est quand même pas très très différent. Ça reste un puzzle. Ce qu'il y a, c'est que le médium est sans doute plus stimulant. Mais donc, il y a toute une série de choses où, effectivement, moi je pense j'apporterai quand même une petite nuance à effectivement, pas d'écran avant 3 ans. Alors, de 3 à 6, effectivement, là, donc, on va mettre un petit peu les choses, fixer donc des règles sur les temps, on va accepter un petit peu plus, respecter les âges indiqués pour les programmes. Ça, on a vu que c'était pas évident. Tablette, télévision, ordinateur, c'est dans le salon et pas dans la chambre. Interdire les outils numériques, on verra ça dans les 4 pas. Pendant le repas et avant le sommeil, ne jamais utiliser pour calmer un enfant et toujours penser que jouer à plusieurs, c'est mieux que jouer seul. Donc, les enfants de 3 à 6 ans, ça correspond à quoi? 3 à 6 ans, c'est l'âge, effectivement, où l'enfant se socialise, va à la maternelle, c'est juste avant les primaires. Et donc, à ce moment-là, l'enfant a besoin de toute une série de contacts, etc. Il a besoin de relations. Il va avoir des apprentissages. Et là encore, de nouveau, je dirais, en effet, ce sont des choses qu'on peut faire avec les enfants, où les premiers rudiments de lettres, etc., toutes ces choses vont se faire. Avec certains écrans tactiles, on peut commencer déjà à commencer à écrire, hein, vers 5 ans, évidemment. Donc voilà, donc c'est toute une série une évolution qui peut se faire progressivement, mais toujours, de nouveau, dans un contexte familial, pas l'enfant seul. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment tout à fait important. Alors, de 6 à 9 ans, il faut effectivement donc fixer des règles, parce qu'à ce moment-là, l'écran devient... 6 à 9 ans, c'est l'âge où
les enfants commencent à devenir plus habiles que nous sur Internet et sur d'autres choses, parce qu'ils ont le caractère intuitif, comme on dit, hein, de l'usage de ces outils est tout à fait, évidemment, accessible aux jeunes de 6 à 9 ans. C'est l'âge de l'école, la première partie de l'école primaire, donc c'est aussi un âge où il y a toute une série d'ouverture au monde, d'intérêts que l'enfant peut développer. Et d'ailleurs, certains jeux peuvent effectivement commencer à intéresser, certains jeux historiques notamment, etc., qui peuvent être tout à fait, les Empire, les Legends, etc., toute une série de jeux où effectivement il y a une dimension historique qui peut déjà intéresser les petits-enfants. Alors, commencer à parler effectivement de ce droit à l'intimité, droit à l'image et des 3 principes d'Internet, à ne jamais oublier. C'est remis en rouge. Alors, tout ce qu'on y met peut tomber dans le domaine public. Ce qu'on y met restera éternellement et il ne faut pas croire tout ce qu'on y trouve. Donc ça, ce sont les trois grands principes, effectivement, qu'il faut effectivement. Alors, sur un âge charnière entre, je dirais, qui seront des coupes, moi je découperai peut-être un tout petit peu autrement, notamment par rapport à l'influence de certain nombre de choses pour lesquelles l'enfant ne fait pas encore la part entre le réel et l'imaginaire. Et alors que pour autant ils y ont quand même accès. Donc je pense à toutes ces, évidemment, tous ces jeux, tous ces vidéos, etc., qui sont là pour faire peur. Je pense à Slender, par exemple, un personnage comme ça qui n'a pas de visage, qui est une sorte comme ça d'ombre, comme ça, très menaçant dans des endroits tout à fait sombres. Je pense à un petit bonhomme là qui avait 5 ans et qui était absolument convaincu que ce personnage existait vraiment et que d'ailleurs il connaissait quelqu'un qui l'avait déjà vu, etc., des choses comme ça. La Dame Blanche, le clown Ça, hein, le fameux clown. Voilà, donc c'est toute une série de choses où effectivement la part entre le réel et l'imaginaire, je reviens à ce que je vous racontais tout à l'heure, là, dans les âges où effectivement ils ont accès à ça, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, 8, après les enfants deviennent plus critiques, mais donc un peu à cheval sur ces deux périodes, il y a vraiment une grande difficulté pour certains enfants à séparer le réel de ce qui est effectivement présenté sur ces jeux. Et je repense encore à ce petit bonhomme qui croyait donc à Slender, là, mais comme j'ai un ordinateur dans mon bureau et je m'en sers quand même pas mal avec les jeunes pour aller voir des choses. Et eh bien, il avait une dextérité, une connaissance de toute une série de sites sur YouTube, etc., qui était totalement impressionnante. Et effectivement, il me montrait tac, 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 ça, ça. Effectivement, j'avais vraiment... j'ai appris des choses, je vais dire ça, sérieusement, mais des choses qui n'étaient pas du tout de son âge, évidemment. C'était surréaliste, cette situation. Et d'ailleurs, je l'ai tout à fait arrêté, parce que je me suis rendu compte que si je continuais à vouloir entrer dans son monde, je l'ai l'y encourager, ce qui évidemment n'était pas du tout mon but. Un autre usage qu'on peut faire de façon positive par rapport ici à Internet, c'est de nouveau pour dire des exemples positif sur ce genre de choses, c'est un petit garçon, je ne sais plus son âge, ça devait être 6-7 ans, qui avait vraiment des terreurs nocturnes extrêmement importantes, des problèmes d'endormissement, etc. Alors, vous savez bien qu'il y a effectivement des petits attrape-cauchemars, des petits bidules là qui pendent, etc. C'est une série de petites choses. Et en fait, moi, j'avais eu connaissance qu'il y avait, que c'est au Pérou, hein, il y a des petits, ou en Équateur, je ne sais plus, par là, il y a des enfants qui font des petites poupées comme ça. Qui ont la forme d'un doigt. Et j'ai été voir avec lui sur Internet comment fabriquer, effectivement, et on a imprimé comment fabriquer des poupées, chasse angoisse, chasse cauchemar, chasse tout ce qu'on veut. Et effectivement, donc il est rentré, quand sa maman est venue le chercher, ben, on a regardé ensemble et ils ont décidé ensemble de faire, effectivement, de construire eux-mêmes la petite poupée chasse cauchemar. Et voilà, donc ça, ce sont des choses tout à fait, je dirais, positives qui permettent effectivement de faire bouger des choses et qui suppose effectivement... Mais de nouveau, vous aurez compris que dans ce que je dis là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a d'abord un usage
encadrer des écrans. Il ne s'agit pas de dire, vas-y, fais ceci, fais ça. Ce que ce gosse, effectivement, là, mon Slender, faisait, effectivement. Alors, je m'étais un peu inquiété auprès des parents séparés. Bon, le papa me dit, mais je vous jure que c'est pas chez moi. Et en fait, non, effectivement, la maman était contre aussi, mais elle ne le savait pas, parce qu'en fait, il y avait un cousin qui vient très souvent à la maison, un cousin qui avait 12 ans, et qui donc entraînait le gamin. C'est toujours comme ça, il y a toujours bien un parent, un cousin, enfin quelque chose de plus grand, qui va effectivement amener, qu'on a bien souvent du mal à contrôler. Il faut arriver à contrôler. Facile à dire, vous allez me dire, hein, mais bon. De 9 à 12 ans, ben voilà, déterminé avec son enfant là, duquel il aura son téléphone mobile, droit d'aller sur Internet, mais effectivement, voir, si on réfléchir ensemble, si c'est seul ou accompagné, et décider évidemment du temps, et parler avec lui de ce qu'il y voit et de ce qu'il y fait. C'est toujours les 3 principes d'Internet. Je vous rappelle que c'est donc l'âge-là, vers 11-12 ans, là où ils rencontrent effectivement la sexualité pornographique, en tout cas un certain nombre. Et donc là, il y a quelque chose, j'ai un exemple en tête là aussi d'un jeune qui fait, enfin, je le savais, il m'en avait parlé, mais c'était pas clair, enfin j'avais compris. Et je l'ai convaincu qu'on en parle à ses parents, en fait. Je n'ai pas été le trahir. Le secret médical existe pour les enfants. Je n'ai pas été le trahir, mais je l'ai convaincu qu'on en parle. Et effectivement, je pensais bien que les parents réagiraient positivement, ce qu'ils ont fait. Et vraiment, ça l'a débloqué. Et il m'a expliqué après combien il était obsédé par ce qu'il voyait. Et c'était des trucs, je n'ai pas été voir, je n'ai pas été voir avec lui, c'était des trucs vraiment d'une sexualité tout à fait brute. Et il me disait combien il n'arrivait pas à s'en détacher, en fait. Et combien il était mal avec ça, mais en même temps, il était attiré. Donc, cette espèce d'ambiguïté absolue entre quelque chose qui lui faisait mal, mais qui l'attirait indéfectiblement. Et il y retournait, et voilà. Et le fait que ses parents ont bloqué le truc et ont dit, OK, maintenant, stop, on arrête, sans l'engueuler, ça ne sert à rien d'engueuler, et bien ça l'a vraiment soulagé, je dirais. Donc voilà, c'est aussi un exemple du contrôle parental, mais un contrôle parental positif. Bon, évidemment, après 12 ans, on oublie évidemment toute une série de contrôles comme ça. L'enfant va être seul, évidemment, donc ce sera beaucoup plus problématique. Mais quand même, parler effectivement du téléchargement, bon, on peut rêver. Le téléchargement, le piratage, c'est un sport. Bon, des plagiats, de la pornographie, bien sûr, du harcèlement, etc. La nuit, couper le Wi-Fi, et nous, oui. J'ai beaucoup à nous là qui ne va rien faire, et éteindre les mobiles. Et alors, ça, c'est un sujet, là c'est plutôt les parents qui ne vont pas être d'accord avec moi, refuser d'être son ami ou ne pas lui proposer de l'être sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai eu des discussions à l'infini avec des parents là-dessus. Je pense que l'argument de dire, si il ou elle avait quelque chose à cacher, eh bien, ça n'irait pas comme ça. Mais non. C'est la question de l'intimité, évidemment. S'il ne veut pas, c'est parce qu'il a quelque chose à cacher. Mais non. On n'est pas amis avec ses parents. Je vous jure que je n'ai jamais été ami avec eux. Voilà. Mais je sais bien que je prêche pour beaucoup de gens dans le désert. Mais d'abord, ce que j'essaie de vous expliquer aux parents, c'est que ça ne sert évidemment à rien d'être son ami parce que vous êtes son ami sur un profil. Et vous ne croyez quand même pas qu'ils n'ont qu'un profil. Donc, évidemment, ce qu'ils vont faire, ils le font sur un autre profil auquel vous n'avez pas accès. Donc, c'est encore pire, en fait. Parce qu'il y a l'induction. On prive, alors on se fâche, on prive, on coupe Internet, on supprime tout. On va voir le 4 pas. Vous allez voir, on peut en discuter. Mais là aussi, je les mets parce que je crois qu'il faut il faut marteler ça, mais il faut nuancer. De nouveau, mes contradictions, je dis une chose, mais il faut la nuancer. Vous lui supprimez son smartphone, etc. Vous coupez le Wi-Fi à la maison, etc. Fort bien. À 8h15 à l'école, 8h15, on arrive justement plutôt à l'école. À 8h, il demande à un copain, le smartphone du copain, et on continue. Simplement, c'est plus leur smartphone, c'est le smartphone du copain, mais où est la différence en fait? Donc, bien sûr, le soir à 5h, il n'y aura pas de smartphone, d'accord? Mais pour le reste, il y aura quand même toute une vie qui va complètement vous... Donc ce genre d'attitude, effectivement, il faut arriver au contraire, essayer de négocier. Alors, négocier quoi? Les 4 pas, pas mes pas parce que je suis en train de marcher, les pas comme non. 4 temps sans écran, 4 pas pour mieux avancer. Alors, voilà, pas d'écran le matin, bam. Le nombre
j'espère que ça, vous ne faites pas ça, le nombre de familles où, effectivement, la TV marche le matin, c'est la TV souvent, qui marche le matin, que les enfants prennent le petit déjeuner, le céréales avec du lait, du bon lait, etc., de bonnes céréales, tout ça. La TV marche, on regarde effectivement la 3, Nickelodeon, enfin toutes les chaînes qu'il peut y avoir avec des dessins animés. Entre parenthèses, dessins animés, parce que je me suis une fois intéressé à ce que c'était, qui sont faits des dessins animés très moraux. J'étais positivement étonné par le contenu de ces dessins animés, où c'est toujours une histoire sur la tolérance, sur l'acceptation de la différence, sur le pardon. Enfin, il y a tous les petits dragons, là, tous les petits bazars, toutes les séries de petits dessins animés, ont tous quand même, tous ceux que j'avais vus en tout cas, mais il n'y a pas que ça, il y a évidemment d'autres heures, il y a d'autres jeux, il y a de la violence, il y a des trucs horribles. Mais il y a aussi, pour les petits en tout cas, il y a une véritable, un véritable souci de valeur morale qui m'avait assez étonné. Bref, même ça, devant le petit déjeuner, ben non, effectivement, ça ne va pas. Et alors, de nouveau un peu des slides, mais puisque Laurence Nicolet vous a dit que vous les aurez, donc vous pourrez regarder ça plus calmement. Donc, voilà, l'écran surstimule l'attention non volontaire, on s'en doute. L'enfant est capté par les stimuli visuels et sonores ultra rapides, changeant à l'écran. Son attention s'épuise au bout de 15 minutes. L'enfant qui regarde un écran le matin fatigue son système attentionnel avant même d'arriver à l'école. Voilà. Problème donc de concentration. En fait, des études ont vraiment été faites là-dessus sur ce type de dessin animé, de jeu, etc. Une des caractéristiques, c'est effectivement ça. C'est qu'on n'a aucun repos. Il n'y a aucun instant de repos, en fait. Aucun instant de repos. Il y a une stimulation permanente qui, effectivement, épuise complètement les facultés attentionnelles de l'enfant. Donc, si on fait ça, même en buvant un bol de lait, eh bien, on arrive à l'école en ayant épuisé une bonne partie de ses capacités d'attention. Donc, évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Pas d'écran durant les repas. Bon, d'accord. Même le journal parlé, à 7h30 sur la RTB ou à 7h sur RTL. La TV allumée, bon. Alors là, on est plus évidemment dans un contexte plus psychologique, c'est moins neurophysiologique, parce que le truc précédent, c'était vraiment neurophysiologique. Ici, on est plus dans un contexte social, presque un peu moralisateur, on pourrait dire, mais enfin bon, de parler, effectivement. C'est clair que si la TV marche, on ne parle pas, à commencer par nous. On ne va pas commencer à discuter de telle ou telle chose qui s'est passée pendant la journée, si effectivement on regarde le journal parler et qu'il s'y passe des choses qui peuvent effectivement nous intéresser, effectivement. Alors, regardez un petit peu la phrase là. Chez les enfants de 15 mois à 4 ans, 2 heures de TV quotidienne aboutit à multiplier par 3 la probabilité de voir apparaître des retards de développement du langage. Et certaines études descendent même en disant qu'une demi-heure d'écran suffit déjà à amener un léger retard. Je suis embêté avec cette étude-là parce que je ne sais pas très bien comment ils expliquent ça, mais enfin, donc voilà, ils descendent. Voilà, c'est pour dire à quel point il y a quand même une dimension importante à ce niveau-là. Alors, ajoutons évidemment le contenu anxiogène, parce que nous, on regarde ça, alors bien sûr, le présentateur de la TV dit, écoutez, ces images vont être assez dures, etc., pour les âmes sensibles, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus... On critique les films, je critique les jeux vidéo, mais quand on regarde le journal parler, sur ce qui se passe en Irak, j'ai encore souvenir, même moi ça m'avait impressionné, des djihadistes, là, un Belge, je crois, qui était sur une 4x4 et qui tirait comme ça des cadavres de mécréants. Donc voilà, mais quand on voit ça comme ça à 7h30 en mangeant sa viande, moi je suis pas sûr que ce soit structurant. Et ça va effectivement impressionner effectivement l'enfant qui va peut-être ne pas être suffisamment armé pour comprendre ce genre de choses. Et même d'autres choses qui sont moins violentes. Parce que là, je ferai un exemple extrême, parce que mais même quand un enfant voit certains débats à la chambre, que ce soit en Belgique ou ailleurs, des gens qui s'engueulent, qui hurlent, etc., c'est quelque chose dont l'enfant ne maîtrise pas la réalité. Il voit ça, le petit, l'ado, 15 ans, je ne dis pas, mais le petit enfant de 5-6 ans qui voit des gens qui s'engueulent comme tout à la TV, il n'a pas les outils cognitifs, c'est-à-dire les compétences intellectuelles pour comprendre ce qu'il voit. Et il en est donc perturbé, clairement. Et en plus, si on y ajoute que c'est pas dans leur pas. Bon. Alors,
c'est là qu'on va tout doucement se fâcher. Pas d'écran avant de s'endormir, c'est-à-dire donc, avec la suite qui va suivre, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. J'ai mis enfant, mais c'est fait pour ado aussi. Hein. Voilà, pas d'écran avant de s'endormir. Alors, effectivement, voilà, de nouveau, on est dans quelque chose qui est de l'ordre plus du neurophysiologique, effectivement. Donc, le sommeil qui se forme avec les dernières images sera de moins bonne qualité parce qu'effectivement, l'image est animée. Pardon. Ce n'est pas une activité calmante pour le cerveau d'un enfant ou d'un ado. Au contraire, c'est stimulant. Et voilà, il y a l'écran et je pourrais quand même faire une comparaison aussi avec le son. J'aurais pu le rajouter d'ailleurs là. C'est-à-dire que le jeune qui écoute effectivement ces playlists, pour peu qu'il aime le hard rock ou le metal ou des choses comme ça avant de s'endormir, il y a évidemment quelque chose qui est tout à fait perturbant au niveau du fonctionnement cérébral. Bon, donc ça, ce n'est entre guillemets, que le son. L'écran diffuse une lumière bleue qui, en fait, ici, moi j'ai pris un bleu foncé, mais si vous avez vu dans beaucoup de PowerPoint, comme ça, c'est un bleu, plutôt un bleu royal, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas du tout parce que c'est joli, un beau bleu, c'est parce qu'en fait, ça vous empêche de vous endormir pendant la conférence. Donc, je ne plaisante pas. Donc, l'écran diffuse donc cette lumière bleue qui inhibe la mélatonine, qui est l'hormone que normalement on sécrète pour s'endormir, hormone régulatrice du sommeil donc, qui va donc effectivement empêcher l'enfant de s'endormir naturellement. Voilà. Donc effectivement là, alors on considère, là de nouveau ça se discute une demi-heure, 1 heure, je serais plutôt partisan d'1 heure, 1 heure avant, donc, tout est coupé 1 heure avant d'aller dormir, ce qui effectivement peut être relativement tôt pour les plus petits enfants. Alors, pas d'écran dans la chambre, évidemment, parce que c'est évidemment trop tentant. Tout ça qui est dans la chambre, les parents il y a la question du contrôle, ça, évidemment, on ne contrôle évidemment pas. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Mais surtout, les enfants qui ont un écran dans leur chambre l'utilisent. Et ça me paraît normal, je veux dire. Alors, même s'il y a des sites où tu le laisses là, etc., oh, mais c'est mon réveil, d'accord, c'est ton réveil. Mais voilà, c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça, bien entendu, et l'enfant va effectivement utiliser, l'adolescent va évidemment utiliser, ils vont aller faire un dernier coucou sur Messenger, etc. Oui, mais alors l'autre répond, mais est-ce que tu as vu que, tu sais que, 1 heure après, on est toujours en train de parler, entre guillemets, et voilà, donc c'est effectivement quelque chose qui je ne parle pas évidemment de vidéos, de Netflix, etc., qui sont, on peut passer la nuit sans aucun problème. Donc, effectivement, là, c'est un petit peu évidemment sur du psy, un peu, hein, c'est évidemment toujours un petit peu moralisateur, mais enfin bon, ça reste quand même vrai que effectivement pouvoir effectivement faire des choses dans le jeu avec les enfants, de pouvoir effectivement discuter. Là, je ne parle pas des ados, là, je parle vraiment des enfants, pouvoir faire une série de choses qui peuvent en effet apaiser l'enfant dans un contexte relationnel positif, c'est quand même nettement plus intéressant, je dirais, pour la qualité du sommeil. La règle des 3A, pour continuer ici là-dedans, alors, là je ne vais pas encore détailler tout ça à ce point-là, parce que le temps passe. Autorégulation, accompagnement, alternance, c'est Bruno Humbeek, que vous voyez sûrement souvent à la TV, il passe souvent, vous en parler à RTB, sur les problèmes, tous ces problèmes-là. Donc ces mots disent bien ce qu'ils veulent dire. L'autorégulation, c'est-à-dire permettre aux jeunes de contrôler lui-même ce qu'il fait, de vraiment l'aider, l'encourager à discuter avec lui pour qu'il puisse effectivement s'autoréguler, comme le nom l'indique. Là, pour ça, il faut évidemment l'accompagner en essayant de discuter, de voir toute une série de choses avec lui, de voir comment les choses peuvent se passer, voilà, simplement. Et enfin, l'alternance, c'est-à-dire qu'il y a autre chose dans la vie
que les écrans et qu'effectivement, on peut s'intéresser justement, et comme je vous disais, là, arrêter les activités sportives ou les activités de groupes sociaux parce qu'effectivement, il faut être sur les écrans. Voilà, alternance, un temps d'occupation sur les écrans, un temps d'occupation sociale directe, même si, comme je l'ai dit, les écrans peuvent avoir aussi une vie sociale. Enfin, bref, toujours une modification, voilà, changer un petit peu, autant que possible, toutes les habitudes pour ne pas être enfermé sur des rails où c'est toujours une répétition finalement du même. Alors, donc, tableau négatif. Ben voilà. Les écrans peuvent donc être une ouverture sur le monde. Ça, je crois que je vous en ai effectivement parlé pour toute une série de choses. Hein. Mon exemple de petite poupée qui chasse, mais tout ça est vrai. De nouveau, avec des jeunes qui ne sont pas dépendants, en thérapie, j'utilise non rarement mon ordinateur pour aller chercher des choses, pour regarder des choses, toute une série, ils veulent montrer ceci. Et puis quand les parents arrivent, tu sais, on a été voir que, etc. Donc il y a toute une série de choses qui sont parfois tout à fait intéressantes. Je pense aussi à un petit jeune là, qui lui, il avait 9-10 ans. Il passait beaucoup de temps sur Internet, un peu trop, mais sur un site que je ne connaissais pas et dont l'intitulé m'avait un petit peu tracassé. C'était DeviantArt. Alors l'art déviant, je me dis c'est quoi ce truc? Bon, en fait, je suis allé voir et avec le jeune en question, et en fait c'est un jeune où des gens mettent effectivement des productions personnelles qui sont d'une qualité d'ailleurs très variable, mais bon, peu importe, c'est sur Internet, il y a un forum, il y a des discussions entre eux, et là c'était partie d'un groupe d'enfants, et ils me montraient comme ça fièrement un petit peu ce qu'ils faisaient, les dessins qu'ils faisaient, etc. Une production graphique, voilà, qui était effectivement, encore une fois, très, très relative, mais voilà, qui permettait effectivement d'avoir une idée comme ça de son monde, de quelque chose finalement de positif, hein, de positif finalement. Il y avait évidemment des bagarres sur le forum, mais bon, ça, voilà, ce n'est pas tout évité. Donc, formidable incitant, vous aurez compris, au meilleur comme au pire, à condition donc d'en régler l'usage, effectivement, 4 points d'exclamation. Donc, formidable vecteur de socialisation, même dans les jeux, je l'ai bien dit, via toutes les discussions parallèles qui s'y déroulent quasi toujours, et ça, je crois que c'est vraiment un élément positif. Je pense qu'effectivement, je répète, qu'il vaut mieux effectivement être sur un forum via un jeu que d'enfiler des séries sur Netflix. Je pense que, voilà, ça joue. Sinon, la passivité, elle est vraiment là. Une aide aussi pour les jeunes fragiles, qui permet d'expérimenter un mode relationnel sécurisant, et notamment en intégrant la sexualité. Et là, je reviens évidemment à ce que j'ai dit, que tous les jeunes ne mentent pas. Tout le monde ne ment pas sur Internet, sur les profils qui sont proposés. Ça permet effectivement d'avoir des relations, de parler. Je pense notamment, j'en ai quelques-uns, ou j'en ai encore quelques-uns, des garçons un peu timides comme ça, qui peuvent effectivement vraiment échanger avec des jeunes filles et discuter, etc., et faire des choses, alors qu'effectivement, dans ce que j'appellerais, si vous permettez, la vraie vie, ce n'est pas possible, ils n'oseraient pas. Mais donc, avec la protection de l'écran, effectivement, il y a là une ouverture qui est tout à fait possible. Alors, oui. Une petite anecdote amusante, mais un jeune justement très timide qui était en train d'essayer de parler avec une jeune fille, etc. Il a effectivement eu une idée, comme on peut avoir quand on est timide et qu'on essaie de sortir de cette timidité. Il avait trouvé une photo sur Internet, bien sûr, d'une porte d'ascenseur qui se coince sur un sexe de garçon. Et donc, on voit la porte fermée et le sexe qui est. Et il envoie ça à la fille. Mais à l'instant où il fait clic, il se rend compte de la monstruosité de ce qu'il a envoyé. Il dit, c'est pas possible, pas possible. Il a tout de suite débranché son ordinateur. Mais évidemment, c'était un peu tard. Et donc, heureusement, la fille a eu le bon goût d'en rire. Donc, ouf, c'était sauvé. Mais c'est pour dire un petit peu, comme ça, de façon anecdotique, mais voilà, c'est un exemple vécu. Je n'inventerai pas ça, je n'y aurais jamais pensé. Mais donc... voilà, c'est des choses qui font partie de la rapidité. On fait les choses, on lance des choses et puis hop, voilà. C'est donc
cela dit, ça permet effectivement d'avoir comme ça cette dimension. Je pense à d'autres qui sont effectivement des gens pas trop bien dans leur peau, de nouveau des garçons, ça, et qui sont effectivement, parce qu'ils ont des grandes compétences, notamment cognitives, qui sont des généraux d'armée absolument fantastiques, et qui effectivement qui dirigent des troupes, etc., et qui sont là comme ça, alors que dans la vraie vie, ils sont très coincés, mais là, ce sont vraiment des généraux respectés sur ce monde virtuel. Alors, c'est toute la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut transformer l'essai, pour dire au rugby, jusqu'où est-ce qu'on peut effectivement dire que si tu sais le faire là, tu peux aussi le faire autrement. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut utiliser tes compétences? Comment est-ce que tu peux utiliser tes compétences dans la vraie vie, de nouveau, pour que tu montres qu'effectivement, tu n'es peut-être pas aussi coincé que ce que tu crains. Oui, il faut évidemment repasser toujours au réel, entre guillemets. Efficace outil donc de partage de connaissances. De nouveau, le mieux et le pire, c'est évident qu'on peut tout trouver, comme je vais évidemment souvent sur Internet pour chercher des choses aussi. La question, le pire, c'est évidemment quand un prof se rend compte qu'il y a un copier-coller d'un truc, évidemment qu'on était sur Wikipédia, prendre un truc, certains ados ne prenant même pas la peine de changer la police, et où on voit comme ça sur un travail de 5 pages, 5 polices différentes, c'est un peu dommage. Donc voilà, ça c'est évidemment passif, une mauvaise utilisation, mais c'est aussi de ne pas lire un livre et trouver le résumé sur Internet. Bon, c'est dommage. Mais bon, à côté de ça, faire une vraie recherche sur de vrais sujets, etc., c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif et qu'effectivement, on va retrouver vraiment utilement. On n'imagine plus de faire des humanités sans avoir un accès à Internet maintenant. Et les profs l'utilisent tout à fait, bien entendu. Donc, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, outils pédagogiques efficaces pour les enfants notamment, avec la dimension ludique, là vraiment avec les petits-enfants, ils peuvent vraiment apprendre des choses et développer des performances, avec notamment cette stimulation des fonctions cognitives, et notamment dans un véritable rôle thérapeutique. Il y a de plus en plus maintenant, prenons l'exemple des logopèdes, les logopèdes utilisent un certain nombre de jeux sur tablette pour effectivement permettre de développer un certain nombre de choses avec des jeux où il faut retrouver des lettres. Tout ce qui va être le problème de dyslexie, par exemple, de difficulté de lecture, eh bien voilà, on va retrouver des choses qui sont tout à fait utilisables, même sur un mode thérapeutique. Et c'est un peu vrai aussi d'ailleurs pour les adolescents, par exemple, notamment certains jeux qui effectivement supposent une grande connaissance historique et qu'il faut aller chercher des choses pour arriver à développer ça. Alors, la question que tout à l'heure j'avais évoquée, on arrive tout doucement au bout, je vous rassure, le système de récompense qui peut effectivement modifier le cerveau. Bon, alors, voilà, c'est notamment le système de récompense. Tout à l'heure j'ai parlé de tolérance, d'habituation, etc. Voilà, cette recherche éperdue de likes sur les réseaux qui devient effectivement un truc qui va alimenter le système de récompense, mais de façon évidemment tout à fait artificielle, ou bien les scores dans les jeux, c'est tout aussi important, bien entendu. Alors, effectivement, ça provoque, c'est tout à fait exact, une sécrétion augmentée de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, donc c'est une petite molécule qui connecte les neurones entre eux et qui effectivement augmente. Et on observe ça, ces circuits du plaisir et de la récompense. On a fait évidemment tas d'expériences, notamment avec des petits mammifères comme les rats, etc., où on voit vraiment que toute une série de stimulations effectivement entraîne ça. Et on peut effectivement observer ça chez le mammifère humain, je le rappelle. Donc ça se retrouve. Mais ce qui est évidemment intéressant, c'est que l'arrêt est immédiat dès qu'on régule. Et c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne va pas induire un changement indéfiniment, c'est que ça peut tout à fait se revenir à la normale, je dirais, dès qu'on régule. Ce qui est évidemment ce qui nous ramène à la question drogue, produit, pas produit, est-ce que c'est la même chose? Donc il est certain que l'héroïnomane n'a pas un système qui s'arrête aussi facilement dès qu'il essaie d'arrêter sa consommation. Mais ici, quoi qu'il en soit, ici, il faut effectivement quand même réguler. Reste le rôle crucial des parents, qui doivent vraiment assurer, vous avez compris, j'espère, un rôle d'encadrement, avec notamment la difficulté, c'est-à-dire un savoir technique moindre. Ça, c'est, peut-être pas tous les parents, mais voilà, c'est quand même souvent. Et alors, il y a une petite chose que je voulais absolument dire, parce que ça, moi, j'y tiens, c'est quelle puissance éducative et quel plaisir d'apprendre de son enfant.
Et effectivement, il y a là quelque chose qui peut effectivement être vraiment important, c'est que nos enfants peuvent nous apprendre des choses, que ce soit effectivement, je ne parle pas spécialement de manipulation sur un jeu, mais d'une manière générale de l'usage de telle ou telle chose, cette espèce de dimension profondément intuitive que les jeunes qui sont entièrement nés, on le dit toujours, c'est un peu une tarte à la crème ce que je dis là, sauf que ça s'arrête au fait de constater qu'ils sont forts. Mais l'étape suivante, c'est d'en profiter, et d'en profiter dans un contexte familial positif, c'est-à-dire justement, comme c'est pour ça que j'ai mis le 2 en rouge, d'apprendre de son enfant. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est vraiment crucial, et que finalement, si on régule, s'il y a un équilibre qui peut se créer entre parents et enfants, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup au fonctionnement familial. Je vous remercie. Oui, donc on est aux questions-réponses. Je suis à votre disposition pour essayer, je n'ai pas la science infuse, pour essayer de vous répondre. Je vais mettre les micros. On entend. Voilà. Et le tien fonctionne toujours? Oui. Oui, nickel. Oui. Voilà, je vous écoute. On vous écoute. Des volontaires? C'est bien la première question, allez. Oui, on peut clôturer. Et les jeunes, ils n'ont rien à dire, les jeunes. J'ai vu opiner, hocher, froncer les sourcils. Vous étiez vraiment... non, et puis derrière aussi, le papa qui est à côté. Oh, mais je regarde, c'est ça que j'aime bien, je n'aime pas que c'est dans le noir, parce que comme ça on observe les interlocuteurs. Félicitations aux jeunes qui sont venus, en tout cas. Oui, vraiment, félicitations, parce que... Je vais poser une question. Voilà, merci. Le premier. Tu peux ne pas être d'accord, hein? Est-ce que c'est vrai que jouer aux jeux vidéo, ça augmente la matière grise du cerveau? La matière grise du cerveau? Oui. Alors, ça n'augmente pas la matière grise du cerveau, ça c'est tout à fait vrai. Si un usage modéré, donc pas dans une bascule excessive, mais un usage modéré, facilite, et ça, mais c'est aussi pour beaucoup de fonctionnement d'écran, mais notamment les jeux, c'est vrai, ça facilite en fait les connexions, en fait, entre les cellules. Donc, en fait, nous fonctionnons beaucoup. On croit toujours que ce qui nous fait fonctionner, c'est comme justement la matière grise. La matière grise, c'est les neurones qui stockent des choses. Bon, ok. Mais ce qui en fait nous fait vraiment vivre et ce qui fait le niveau de nos compétences, ce n'est pas les cellules en tant que telles, c'est les relations entre les cellules, donc les connexions. Et effectivement, il y a effectivement des situations de stimulation qui permettent de développer, ça a un nom savant, ça s'appelle de la neuroplasticité. Alors, plasticité, ça veut dire effectivement que les choses sont plastiques, donc malléables, et ça veut dire que, contrairement à ce qu'on croyait avant, les neurones peuvent se développer, le cerveau change constamment, et donc on peut développer des choses, on peut en perdre aussi, mais on peut développer un certain nombre de choses. Donc, notamment les jeux vidéo, certains jeux peut-être plus intelligents que d'autres, avec plus de... Call of Duty, par exemple, bon, c'est un peu violent, mais c'est quelque chose qui développe quand même pas mal toute une série de rapidité, de réflexes et de compétences. Donc, effectivement, ce n'est pas la matière grise, mais c'est les connexions dans le cerveau. La vitesse de traitement, oui. Ça augmente la vitesse de traitement, mais pas sur du très long terme. Non. On peut reperdre, oui. On peut le perdre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que par tranche d'âge, on a analysé le nombre d'heures justement qu'on peut répartir à un enfant, j'ai envie de dire, sur ces écrans? Mais oui, en fait, c'est un peu au travers de ce que je vous ai dit là. Je vais dire, on est le maximum recommandé
chez les plus grands, et alors en rajeunissant, on va diminuer ce maximum, c'est 2 heures par jour. Ce qui est beaucoup, en fait. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Comment? Alors, bonne question, c'est vrai que je ne l'ai pas dit et je devrais le dire. Les écrans, c'est les écrans. Tout. Donc ça veut dire effectivement le smartphone, ça veut dire la tablette, ça veut dire le PC portable, ça veut dire l'ordinateur familial, ça veut dire la télévision, tout. Absolument. Donc 2 heures à ce moment-là, évidemment, ça amène des discussions en famille. Oui, mais le téléphone, ça c'est pas la même chose, ça ne compte pas, disent les jeunes. Ben, oui, voilà. Donc et comme évidemment on ne contrôle pas le temps qui est passé au niveau de l'école, parce qu'il faut quand même bien... vous n'allez quand même pas empêcher vos enfants de vous appeler s'il y avait un problème. Donc il faut absolument avoir le smartphone et pas être privé du smartphone à l'école. Donc, effectivement, ça rentre dans... bien sûr, les 2 heures, c'est beaucoup, je n'ai pas fini ma phrase, c'est beaucoup si c'est que du jeu, mais sur l'ensemble du fonctionnement écran, c'est pas tant que ça. Et alors, par rapport à avant, ben, on diminue pour les plus petits, donc après 3 ans quand même, en gros, à part les jeux accompagnés, comme je dis, mais sinon, ce sera une demi-heure. C'est une demi-heure, et donc on se situe entre ces 2 fourchettes-là. Enfin, dans cette fourchette-là, plutôt, pour parler. Mais il y avait une question, oui. Là-haut, une dame. Oui, madame, c'était la même. Ah, c'était la même question. Pour ces informations-là, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il y a un livre qui est très bien réalisé, c'est un petit livre numérique. J'avais travaillé sur la diffusion avec les éditions Bayard. Donc c'est chez Bayard dans les collections J'aime lire, et c'est un livre qui est vraiment spécialisé sur la lecture numérique chez l'enfant, mais ça englobe tout, et donc entre autres les temps d'heures par tranche d'âge, et c'est vraiment bien conçu, assez ludique, un beau design, facile à lire, pas trop d'infos, mais vraiment bien conçu, et c'est disponible gratuitement en ligne. Vous savez chercher et vous avez c'est lecture numérique chez l'enfant, chez J'aime lire. Il est référencé un peu partout. Voilà. Une autre question? Oui, une dame ici. Voilà. Bonsoir. J'aimerais bien demander quelle stratégie vous conseillez dans le cas quand tout est raté déjà. Quand tout est raté déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite et la famille avec ado d'un certain âge, elle vient dans la situation avec le bascule des investissements, des dérivés scolaires comme dérapage carrément, souffrance généralisée, l'entourage familial, décalage horaire, etc. Stratégie dans ce cas-là, on commence par quoi? Merci. Oui, donc pour ça, si on en est à ce stade-là que vous évoquez, je pense qu'effectivement, ça dépasse sans doute la bonne volonté des parents à ce moment-là, et je pense que ce n'est pas du tout à plaidoyer pour ma chapelle, mais je pense qu'il faut consulter, effectivement. Il y a un moment où les situations sont vraiment dépassées, et le monsieur qui avait coupé les fils, là où je vous ai parlé, on était un peu dans ça, et clairement, c'est quelque chose qui justifiait largement une consultation, mais une consultation qui n'est pas spécialement de l'enfant seul, qui peut être de l'enfant seul aussi, ou de l'ado, mais aussi avec les parents. Et donc là, ce jeune-là vivait avec son père, et donc j'ai vraiment fait un travail avec le père, avec alors toute une série je ne me ferai pas ce machin-là, avec une série d'aménagements progressifs. Justement, c'est ça, de diminuer le nombre d'heures, et vraiment, j'avais vraiment adopté, moi, avec ce jeune, de sorte de contrat, si vous voulez. Mais on était dans une telle caricature que j'en étais à dire non, pas jusqu'à 4 heures du matin. Donc on a commencé par essayer de voir. L'histoire d'émission au milieu de la nuit, c'est de lui que c'est bien cet exemple. Et donc de commencer à diminuer, à ramener progressivement, avec un compromis quand même qui était relativement cool, je trouve, pour un jeune de 14 ans, qui était d'aller dormir pour minuit. Mais ce qui était déjà... Voilà, il ne faut pas être sectaire, sachant qu'il a été dans un état de déscolarisation complète, et finalement, il est retourné à l'école. Son père s'est arrangé pour le conduire à l'école quand même le matin, etc. Enfin bref, c'est tout un travail qui a été fait, et voilà, qui permet incontestablement de faire bouger les lignes. Mais il y a des situations qui restent très 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 difficiles. J'ai des jeunes qui sont déscolarisés, clairement déscolarisés.
Et on en sort. C'est pas toujours facile. Ce n'est pas simple du tout. Il y a vraiment des situations où il y a un enfermement. Mais l'encadrement familial joue beaucoup. C'est pour ça que j'insiste sur ce cas-là avec le père en question, là, parce que je trouvais qu'il a vraiment joué, je dirais, son rôle de père. Je vous dis, il a pété les câbles un jour. Oui, c'est le cas de le dire, il a pété les câbles. Il a vraiment, en effet. Mais à part ça, il était vraiment adéquat. Il s'est battu pour son enfant. Alors, c'est qu'en fait, ce monsieur-là avait en plus une petite addiction au jeu casino. Ce qui fait que le gamin lui disait « Et toi, tu as pensé ?» Bon. Et donc, effectivement, mais on a pu en parler aussi, et il a pu le reconnaître. Enfin, bref, voilà, on a pu faire un travail. Mais c'est un bel exemple d'une situation qui était vraiment mal engagée, mais il y a des situations où on rame. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut consulter, en tout cas, ça c'est clair. Simplement les 4 pas. Oui. C'est à partir de quel âge, si vous estimez un âge? Ah, c'est tous les âges, ça. Les 4 pas? Ouais. Alors, c'est difficile. Oui. Ah ben oui, tout à fait. C'est là que j'ai dit que je ne me faisais pas un ami des parents avec le pas d'écran avant de dormir, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Oui, mais en fait, oui, il faudrait. Bon. Mais de nouveau, on peut trouver des compromis. Je sais bien, hein, je ne suis pas dupe de la difficulté de ce que je dis là, évidemment. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que vraiment, les jeunes, encore une fois, c'est biaisé, mais le nombre de jeunes que moi j'ai, qui effectivement sont à 1h du matin sur leur smartphone, en dessous de la couette, pour que les parents ne voient pas la lumière, qui sont là et puis qui doivent se lever à 6h30 ou 7h et qui sont complètement starés le matin, eh ben voilà, donc il faut essayer de... Mais je suis d'accord, les 4 pas, c'est pas du tout évident. Évidemment, avec les petits, ça va, hein, bien sûr, crac. Mais avec les ados, bien sûr, je sais bien. Mais n'empêche, si je l'ai maintenu comme ça, c'est parce que je veux montrer vers où il faut aller. Ça ne veut pas dire que l'histoire de la lumière bleue, c'est comme ça. Les images qui défilent et qui stimulent le cerveau avant de s'endormir, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais aussi, ce que je voulais dire par rapport... aux efforts à faire aussi de la part des parents, je me rappelle, on essayait d'aider un jeune à s'en sortir pour qu'il diminue le nombre d'écrans, mais ce qui avait de difficile, quand on voulait justement couper le Wi-Fi le soir, la grand-mère disait, mais moi qui vivais avec la famille, c'est pas possible pour moi de couper le Wi-Fi, vous n'imaginez pas. Mais voilà, c'est un travail familial. Oui, tout à fait. Oui, mais je veux dire par là, c'est vraiment un effort collégial et familial. Il faut soutenir le jeune et montrer l'exemple, quoi. On peut établir des horaires en fonction de l'adresse max du terminal qui permettent de gérer des horaires individuels, enfant par enfant et même adulte éventuellement. Oui, il y a des programmes. Oui, il y a des programmes, en effet, pour réguler. Concernant la lumière bleue, il y a des solutions logicielles aussi automatisées qui permettent d'avoir un cycle circadien plus correct au niveau du rétroéclairage. Michel, pour le programme de régulation au niveau... Pour la lumière bleue? Pour le temps. Oui, en fonction de... Oui. Directement sur la box. Il faut entrer sur la box. Entrer sur la box et établir un filtre avec les adresses des terminaux. Et on peut fixer des horaires. Sur la plupart des box, on peut fixer des horaires machine par machine. Avec les adresses ID. Avec l'identifiant de la machine. Chaque machine a un identifiant unique. Ça suppose évidemment un niveau technique qu'on n'a pas tous. Moi, si je dois faire ça, moi... D'un technicien. Oui. Encore une question, ici. Oui, bonjour. Moi, j'ai 2 petites questions. Au niveau du téléphone, revenir à un téléphone basique, c'est-à-dire qui appelle et qui reçoit un coup de fil, est-ce que c'est isoler son enfant du monde réel par rapport aux autres? Et une deuxième question qui n'a rien à voir avec celle-là, vous parlez du journal télévisé. Est-ce qu'il y a un âge pour que l'enfant puisse suivre le journal avec nous ou qu'il faut plus censurer l'information au moment où elle vient? Mais
Alors, la première question, effectivement, si vous revenez à vieux Nokia ou à des choses, effectivement, c'est sûr que vous avez une attitude qui va être une extraordinaire frustration pour le gamin ou la fille. Non, parce que j'ai envie de dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'effectivement, il faut se rendre compte que je ne sais pas encore pourquoi. D'ailleurs, on parle de smartphone. Hein, on ne parle plus de téléphone. Parler de téléphone, c'est un mot tout à fait obsolète. On ne téléphone pas avec un téléphone spécialement. Enfin, vous peut-être, moi oui. Mais en fait, on fait un tas d'autres choses. Mais en fait, nous aussi. Hein. Moi, j'ai mes mails. Voilà, bon. Mais, et les jeunes, pour téléphoner, c'est pour parler, c'est pour communiquer, le téléphone. Mais si vous êtes effectivement sur Facebook, sur votre smartphone, vous communiquez aussi. Donc, je veux dire, l'explosion des moyens techniques de communication, enfin des moyens de communication, fait que on ne peut pas être simplement à un niveau de communication purement verbal. Il y a autre chose qu'il faut bien. Alors, on peut le regretter, mais je crois qu'il faut pouvoir aussi réguler, sans doute, hein, effectivement. Mais ce n'est pas possible de revenir à ce que c'est un vrai téléphone, bien sûr. Non, ce n'est pas du tout possible. Quant à la question de l'âge, je ne considère, je n'ai pas envie de vous répondre sur un âge. Je crois que ce qui importe, c'est qu'on le fasse ensemble. Et qu'effectivement, les informations... Alors, je ne dis pas qu'effectivement, il faut voir des massacres à 5 ans, on va dire, de façon... C'est le bon sens. Mais il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Je crois que ce qui importe, c'est d'expliquer aux jeunes qui voient des choses. Éventuellement, si un truc plus horrible est annoncé, ben, éventuellement, ne pas rester vraiment scotché devant. Mais sinon, ce qui importe, c'est beaucoup plus que l'exposition directe à quelque chose de traumatisant, c'est l'absence d'explication qui pose problème. Si on peut mettre des mots, donc si on peut mettre un contexte, pour reprendre le mot que j'utilise plusieurs fois, le contexte cognitif de quelque chose, en expliquant ce qui se passe à un moment donné et en décortiquant les choses, je crois que l'enfant peut à ce moment-là l'intégrer, puisque ça devient un objet relationnel entre vous. Et donc à ce moment-là, c'est ça. Mais de nouveau, c'est regarder ensemble des choses. Et parce que de toute façon, d'abord, ça a une fonction relationnelle familiale extrêmement importante. Ça développe la confiance de l'enfant ou du jeune, enfin par rapport aux parents, et ça arme l'esprit critique, ce dont nous manquons tellement. Je trouve pour le moment, quand on écoute les médias, la disparition progressive de l'esprit critique est quelque chose qui justement peut se développer, se redévelopper si on commente l'actualité avec les jeunes. Donc, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge de ce point de vue-là, si vous voulez. Au contraire, on pourrait dire que plus tôt c'est, mieux c'est. J'exagère, mais je veux dire, dans le sens de développer cet esprit critique. Voilà, un grand merci au professeur Malcher. C'était vraiment extrêmement intéressant et des bons moyens mémotechniques pour retenir les éléments clés, la règle des 4 pas et des 3A. Alors, si nous n'avons pas d'incident technique, un enregistrement vidéo de cette conférence sera disponible.